Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Marie Chantrel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. 2 déplacements du président de la République en 48 heures, ça ne s'était pas beaucoup vu ces derniers temps. Est-ce que vous diriez aussi, vous préférez un président hué et chahuté sur le terrain plutôt que planqué à l'Élysée? Je préfère surtout un président courageux. Et nous avons un président de la République courageux, qui ne fuit pas ses responsabilités, qui va au contact des Français. Il reçoit parfois un bon accueil, parfois un accueil plus mouvementé. Mais je pense que ce courage du président de la République est tout à son honneur. Et que c'est notre responsabilité collective, la majorité, les ministres, le gouvernement, de renouer avec les Français. Et ne renouez pas avec les Français en restant chez vous. Mais la répétition finalement de ces images où il est interpellé, parfois violemment chahuté, n'est-elle pas trop risquée? Il faut en passer par là selon vous? Il faut toujours prendre des risques en politique. Ouais. Ils sont toujours payants, je vous le dis, il faut renouer avec les Français. Nous, ce que nous voulons, c'est le dialogue. Fondamentalement, qu'il y ait des gens qui soient encore en désaccord sur les retraites, ça ne nous a pas échappé. Mais nous devons dialoguer pour expliquer, pour regarder aussi quelles sont les autres attentes qui se cachent derrière ces inquiétudes. Il y a des attentes sur le pouvoir d'achat qui sont considérables, sur les revalorisations salariales, sur la meilleure rémunération du travail. Mais pour entendre ces attentes, il faut du dialogue et du dialogue. Du dialogue avec les Français, du dialogue avec les représentants syndicaux, des dialogues avec les salariés. Je serai tout à l'heure dans la Somme, dans une magnifique entreprise industrielle qui est Innovafid. Il ne faut jamais couper le fil du dialogue. Avec une popularité présidentielle au plus bas, comme durant la période des Gilets jaunes. Vous le disiez hier, l'arrêt du pays n'est pas une option, le grand sommeil non plus. Et le président disait que vous aviez tous une responsabilité, qu'il avait sa part. Est-ce que vous aussi, en tant que ministre de l'économie, dans la manière dont vous avez porté cette réforme, vous avez votre responsabilité? Bien sûr, la responsabilité, elle est collective. Ça ne peut pas être uniquement le président de la République. Je fais partie d'une équipe. Il y a un président de la République, il y a une première ministre, il y a des ministres, il y a une majorité qui d'ailleurs a été remarquable de courage et de constance pendant les semaines de discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si aujourd'hui il y a autant d'inquiétudes, parfois de colère, parfois de résignation, nous en portons une part de responsabilité et c'est bien pour cela qu'il faut renouer le dialogue avec les Français. Nous avons plein de projets devant nous pour ce qui concerne mon ministère, sur le pouvoir d'achat, sur la meilleure rémunération des salariés, et on va y revenir très sur l'industrie, sur le rétablissement évidemment des finances publiques. Mais pour expliquer ces projets, il faut du dialogue. Rapidement, juste sur la relation avec les Français, vous le disiez, vous serez sur le terrain cet après-midi. Est-ce que vous-même, vous vous faites chahuter? On a entendu, vu d'ailleurs, que plusieurs de vos collègues ministres sur le terrain, eux aussi, se font parfois accueillir plutôt froidement. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que c'est une crainte? Est-ce que ça peut vous faire renoncer à aller sur le terrain ou pas du tout? Certainement pas. Vous savez, j'ai été 3 ans ministre de l'Agriculture. Ça a été un des plus beaux postes, une des plus belles fonctions que j'ai occupées. Je l'ai occupé en 2009, pendant une crise agricole qui a été une crise extraordinairement dure pour les producteurs, en particulier les producteurs de lait. Souvenez-vous de ces images de producteurs de lait qui répandaient leur lait plutôt que de le vendre. Donc la colère des agriculteurs, de certains de nos compatriotes qui sont à bout, je l'ai vu, je l'ai touché du doigt, je l'ai subi, parfois violemment. Je pense qu'il ne faut jamais fuir nos compatriotes. Jamais, jamais, jamais. Toujours le dialogue, toujours au contact, toujours sur le terrain. Le dialogue, expliquer, convaincre. Gérald Darmanin a eu cette formule, les Français nous en veulent, mais ils ont avalé cette réforme des retraites. Est-ce que vous auriez cette même formule? Est-ce que la page est tournée véritablement, où il y a encore ce travail de pédagogie à faire? Je pense que nous sommes dans une période charnière. On va passer d'une période à une autre, ça prend du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais pour passer justement à une autre période qui permettra au pays d'avancer, de créer des emplois, une fois encore de mieux rémunérer les salariés, il ne faut pas renoncer à expliquer pourquoi cette réforme des retraites. Cette réforme des retraites, c'est l'équilibre du régime en 2030, c'est la préservation de la solidarité et c'est la capacité à dégager des marges de manœuvre économiques, de la prospérité qui vont nous permettre de mieux faire fonctionner le pays, de mieux rémunérer les salariés, de mieux financer nos grands services publics comme l'hôpital ou comme l'éducation nationale. Donc je pense qu'il ne faut jamais renoncer à expliquer ni à convaincre. Une page donc qui, vous le souhaitez, se tourne. Le groupe Centris-Lyot dépose une proposition de loi pour abroger ce report à 64 ans. Est-ce que selon vous cela peut aboutir au Parlement? Est-ce que ça vous inquiète?
Ça ne m'inquiète pas, je ne souhaite évidemment pas que cette proposition de loi aboutisse. Pour le coup, on ne va pas tourner en rond sur cette réforme des retraites, qu'il faille l'expliquer, oui, qu'il faille prendre encore le temps de dire ce qu'elle va rapporter à nos compatriotes. Mais le chemin démocratique est terminé. Le chemin démocratique, elle a été adoptée, elle a été validée par le Conseil constitutionnel, elle a été promulguée. Avançons. On va revenir sur les grands chantiers prioritaires évoqués notamment par le chef de l'État lors de son allocution, vos grands chantiers également. Juste revenir sur la relation avec les syndicats et les partenaires sociaux. Il a reçu le patronat, le chef de l'État, mardi matin, pardonnez-moi. Est-ce qu'il y avait urgence à les recevoir sans les syndicats justement autour de la table? Et les syndicats ont demandé plus de temps. Enfin, je rappelle que la porte était ouverte à tout le monde. Ils étaient invités en effet, ils ont refusé de s'y rendre. Peu importe, à une semaine ou 15 jours près, ce qui compte pour moi, c'est que à tous les niveaux, président de la République, Premier ministre, mon propre niveau, nous puissions renouer avec les syndicats. Mais il y a plein de chantiers qui sont sur la table, mais c'est indispensable. Mais la relation n'est pas trop abîmée quand vous voyez les déclarations des uns et des autres. Notre responsabilité collective, c'est de ne pas s'arrêter à l'état actuel d'une relation. C'est de construire pour l'avenir. Et on ne peut pas construire sans les syndicats. Nous avons besoin d'eux sur des sujets comme l'organisation du travail, comme la valorisation du travail, comme le partage de la valeur qui nous tient tous très à cœur dans la majorité, intéressement, participation, les primes défiscalisées, comment est-ce que les PME s'engagent sur ce sujet du partage de la valeur, c'est un enjeu absolument considérable. Ça va être traduit dans la loi ? Ça doit être traduit au plus vite dans la loi. Les partenaires sociaux ont conclu un accord qui va permettre à 1,2 million de salariés de bénéficier d'un meilleur partage de la valeur. Tous les salariés qui aujourd'hui sont dans les PME et qui n'ont pas forcément accès à la participation, à l'intéressement ou aux primes défiscalisées auront automatiquement accès à ces dispositifs de participation, d'intéressement ou de prime Macron. Je rappelle que la prime défiscalisée que nous avons mise en place, depuis l'été dernier, c'est 7 millions de personnes qui l'ont touchée pour un montant d'environ 730 € en moyenne. Donc c'est beaucoup de pouvoir d'achat. Donc étendre cela à tous les salariés des PME, c'est une avancée sociale majeure. Ça répond à cette préoccupation numéro 1 du pouvoir d'achat et de la rémunération du travail. Donc avançons ensemble le plus vite possible. Mais ça fera l'objet d'un projet de loi. Est-ce que vous savez quand il pourrait être présenté ? Je n'ai pas le calendrier, c'est la Première ministre qui présentera le calendrier la semaine prochaine, mais le plus vite sera le mieux. Croyez-moi, je les entends, nos compatriotes qui disent « je travaille ». Et je m'en sors pas. Je travaille et je suis obligé de compter lorsque je vais faire mes courses pour mes enfants. Je travaille mais je paye encore trop d'impôts. Toute cette classe moyenne qui a le sentiment de payer pour tout le monde et de ne rien recevoir pour elle. Donc plus nous agirons vite pour que tous ces salariés, ces millions de salariés qui aujourd'hui n'ont pas accès à un meilleur partage de la valeur, puissent y avoir accès, plus nous ferons œuvre utile pour les Français. Juste revenir d'un mot sur la relation entre l'exécutif, vous et les syndicats. Il y a cette annonce, non pas surprise parce qu'on savait que Laurent Berger allait quitter ses fonctions, mais l'annonce d'avant le 1er mai, qu'il quitterait au mois de juin la tête de la CFDT, ça vous a surpris ? Est-ce que vous avez compris ce sens du timing du patron de la CFDT ? C'est une décision qui était attendue. Donc moi je respecte la décision qui a été prise par Laurent Berger et j'ai hâte de travailler avec sa successeur que je connais bien. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer à de nombreuses reprises. Là aussi, renouons les fils du dialogue et le plus vite sera le mieux. L'histoire d'une grande incompréhension ? Je ne qualifierai pas chacun à ses termes, chacun à son explication. Je préfère me tourner vers l'avenir. Nous avons besoin de la CFDT. Et nous avons besoin de bien travailler avec elle. Qui a fait du grand rendez-vous du 1er mai dans la rue un moment majeur. Pour vous, ce sera un baroud d'honneur ou le début aussi d'une autre page sociale qui s'écrira dans la rue de manière très régulière ? Est-ce que ça sera... Je ne pense pas que la France puisse vivre en permanence dans le conflit. Je pense que ça épuise à un moment donné. Et que cette réforme des retraites, je mesure bien les oppositions, je voudrais redire à quel point elle va consolider quelque chose qui est juste, qui s'appelle le régime de retraite par répartition. Mais vous avez énormément de mal à être entendu là-dessus. Mais ce message semble impossible à passer. Laissons aussi le temps faire. Laissons le temps réparer. Et puis projetons-nous dans l'avenir avec un certain nombre de chantiers qui sont maintenant urgents.
le pouvoir d'achat, le meilleur partage de la valeur, le rétablissement de nos finances publiques et la réindustrialisation qui me tient très à cœur. Je pense que c'est un enjeu majeur pour notre pays. Et ayons conscience aussi, notamment sur la réindustrialisation, que les autres pays ne vont pas nous attendre. Que si on n'adopte pas rapidement des dispositions pour faire venir les usines, les postes chez nous, ils iront ailleurs. Et je pense qu'on n'a pas de temps à perdre. Les grands chantiers, justement, on y vient, Bruno Le Maire. Vous avez présenté hier votre copie budgétaire. Moins de dépenses publiques pour préserver la crédibilité financière de la France. C'est l'heure du grand virage? Non, c'est l'heure de remettre les comptes d'équerre, comme je le dis depuis maintenant 1 an. Nous l'avons fait en 2017-2018, parce que les conditions étaient réunies. Ensuite, nous avons protégé, parce qu'il y a eu des circonstances exceptionnelles, les gilets jaunes, le Covid, et ensuite la crise inflationniste. On a payé 3 fois, et donc il a fallu, à 3 reprises, protéger nos compatriotes, et nous l'avons fait, je crois, de manière très efficace. Et le message passé aujourd'hui, c'est la fin totale du quoi qu'il en coûte et de la politique du chéquier. Il faut sortir de la politique du chéquier, il faut sortir de la politique des chèques exceptionnels, il faut sortir du quoi qu'il en coûte, qui a été, je le dis, exceptionnellement efficace et juste. Ça a protégé nos usines, ça a protégé nos entreprises, ça a protégé les salariés et les compétences, moyennant quoi on a relancé très vite. Mais maintenant que la croissance revient, que nous anticipons une baisse de l'inflation d'ici l'été prochain, et en 2024, je pense, une inflation qui devrait vraiment se stabiliser à des niveaux beaucoup plus faibles, c'est maintenant qu'il faut engager ce rétablissement. Pour le faire progressivement et pas brutalement. C'est pas on-off, c'est progressivement. Nous rétablissons les comptes publics et nous accélérons le désendettement avec un désendettement qui sera prononcé d'ici 2027. On avait visé 112% de dette publique en 2027, on va la ramener à 108%. 4 points de moins d'ici 2027. Mais aux téléspectateurs qui nous regardent, par exemple, les annonces du président de la République hier sur l'augmentation du salaire des professeurs, est-ce qu'il n'y a pas finalement une adéquation et une forme d'incohérence? C'est lié, le désendettement accéléré. Et le désendettement, c'est la liberté du pays. Quand vous avez une dette qui est très élevée, je vous donnais des chiffres qui, je pense, expliquent bien les choses. Comme les taux d'intérêt ont augmenté, tous nos téléspectateurs le voient. Quand ils vont à la banque, coûte plus cher, en effet. Quand ils vont à la banque emprunter pour acheter un logement, ils voient bien que l'argent coûte plus cher. L'État, ça lui coûte plus cher parce qu'il est très endetté. Pour la seule année 2023, nous allons dépenser tous collectivement 10 milliards d'euros de plus sur la charge de la dette, uniquement parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Est-ce que vous ne pensez pas que ces 10 milliards seraient plus utiles à mettre dans les hôpitaux qui vont pas bien, dans les services d'urgence, dans les salles de classe ou dans la rémunération des enseignants? Réduire la dette, c'est libérer des marges de manœuvre pour ce qui est plus utile, comme les services publics que je viens de citer. La fin de la politique du chéquier, vous en parliez. Un point précis sur le bouclier tarifaire consacré à l'énergie qui a été mis en place par votre gouvernement. Soyons clairs ce matin, il va coûter plus cher de 7 milliards prévus cette année, mais il pourrait s'arrêter d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce matin concernant notamment les prix du gaz qui ont été plafonnés par votre gouvernement? Je pense qu'il faut effectivement être très précis et rappeler d'abord qu'il y a 2 boucliers. Il y a le bouclier sur le gaz. Sur le gaz, nous avions décidé il y a un peu plus de 2 ans de geler les prix du gaz. Ils étaient à l'époque à 50 € le mégawatt-heure, ils ont monté à 100, 150, 200, 250. Les Français n'ont pas vu sur leur facture. Parce qu'on a gelé les prix du gaz. Certaines entreprises l'ont vu. Certaines entreprises en ont beaucoup. Pour les entreprises, c'est un peu différent. Mais pour les particuliers, nous avons gelé les prix du gaz. Maintenant que les prix sont revenus à la situation d'avant-crise, 50 € le mégawattheure, il n'y a pas de raison de maintenir un bouclier. Donc chacun peut comprendre que le bouclier sur le prix du gaz, aujourd'hui, n'a plus de raison d'être. En revanche, je sais qu'il y a une inquiétude sur les factures. Mais vous nous annoncez ce matin qu'il s'arrêtera? Oui, il s'arrêtera parce qu'il n'y a plus de raison de mettre un bouclier, de geler les prix du gaz quand les prix sont revenus à ce qu'ils étaient avant la crise. Dès cette année, 50 € dès cette année, sur le bouclier, sur le gaz et uniquement sur le gaz, où les prix sont revenus à la normale, il n'y a pas de raison de maintenir un bouclier. En revanche, je mesure les inquiétudes qu'il y a sur les factures. Elles sont trop compliquées, les gens sont très inquiets, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ces factures à 2 pages avec des chiffres qui sont trop compliqués? Je réunirai Engie et un certain nombre de fournisseurs de gaz pour leur demander des factures simplifiées pour que nos compatriotes s'y retrouvent. J'ai regardé moi-même ces factures, je les trouve trop complexes. C'est aux fournisseurs de gaz de simplifier ces factures. Cette réunion aura lieu dans les prochains jours, parce que je comprends parfaitement l'inquiétude du consommateur qui dit il n'y a plus de bouclier, mais du coup je me retrouve avec une facture qui est trop compliquée, je suis inquiet. Qui est parfois sollicité pour changer aussi d'opérateur. Exactement. Et qui donc il faut simplifier tout cela, éclairer le consommateur, simplifier les factures. C'est ce que je demande aux fournisseurs de gaz, en particulier Engie, et je les réunirai dans les prochains jours.
Deuxième bouclier, le bouclier électricité. Là, c'est très différent. Parce que sur l'électricité, les prix ne sont pas encore revenus tout à fait à la normale. Donc nous allons prendre un peu plus de temps pour retirer le bouclier sur l'électricité. Je nous donne 2 ans, d'ici début 2025, pour sortir du bouclier sur l'électricité, parce que là, les tarifs restent très élevés. Chacun sait que la production électrique d'EDF reste un peu en dessous de ce à quoi nous pouvions nous attendre. Donc ça fait des tarifs qui sont encore plus élevés. Donc on prendra un peu plus de temps pour sortir du bouclier électricité. Les Français ont encore besoin d'être accompagnés. Vous parliez... Nous l'avons toujours fait, et sortir des boucliers doit se faire progressivement pour ne pas inquiéter nos compatriotes. Vous parliez de l'inflation et des prévisions d'inflation qui ont été pour 2023 légèrement revues à la hausse. Sur l'alimentation notamment, ils atteignent des taux assez exorbitants, 15,9 pour le seul mois de mars sur l'inflation alimentaire. Là aussi, vous comptez réunir à nouveau industriels et distributeurs pour parler renégociation de prix. Oui. Ça paraît... Pour vous, un impératif ? C'est impératif. Les prix de l'alimentaire, il se trouve que je suis père de famille et que j'ai 4 enfants. Pas de chance, c'est 4 garçons, donc ils mangent beaucoup. Donc je vois à quel point ces prix ont explosé. Vous aussi, vous faites vos courses, vous nous Je annoncez... fais mes courses, je pourrais vous donner l'exemple des paquets de céréales qui ont explosé. J'ai 4 garçons qui mangent beaucoup de céréales et je vois à quel point ça peut peser sur un budget. Alors que les cours du blé ont baissé. Exactement. Nous avons une méthode et qui fonctionne. Je rappelle que le trimestre anti-inflation, c'est des milliers de produits dont les tarifs sont de -5 à -7% par rapport à ce qu'ils étaient auparavant. Donc ce trimestre anti-inflation, ça marche. Contrairement au passage à cette proposition de Marine Le Pen qui ne cesse de nous bassiner avec l'idée de baisser la TVA, je l'invite à regarder ce qui s'est passé en Espagne. C'est une proposition que vous ne reprendrez jamais. Nous ne la reprendrons jamais parce que les consommateurs n'en voient jamais la couleur. On claque des milliards d'euros qui auraient pu être plus utiles là aussi sur les services publics et le consommateur n'en voit pas la couleur parce que c'est le distributeur ou les intermédiaires qui en général récupèrent la marge. D'ailleurs, ça a été fait en Espagne. Ils ont baissé la TVA sur les produits de première nécessité. Pour un résultat ? Avec une inflation qui a augmenté de 14% en janvier, de 15% en février et de 16% en février. Est-ce que le ministre de l'économie, que vous êtes, pointé du doigt l'attitude de certains industriels ? Oui. Certains économistes disent aujourd'hui qu'ils s'en mettent finalement plein les poches. Vous avez des grands industriels, alors immédiatement certains qui jouent le jeu vont s'offusquer, mais il y a un certain nombre de grands industriels qui ne jouent pas le jeu de la répercussion à la baisse des prix de gros sur les prix de consommation. C'est inacceptable. Je leur demande de rouvrir les négociations sans délai avec les distributeurs pour répercuter à la baisse la baisse des prix de gros. Quand les prix du blé baissent, le prix du paquet de pâtes doit baisser aussi. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que lorsque les prix du blé augmentent, alors là, la répercussion elle est immédiate. Donc quand c'est à la baisse, la répercussion doit être aussi immédiate. S'ils ne le font pas, je réunirai distributeurs et grands industriels pour que nous regardions ensemble comment parvenir dans les meilleurs délais possibles à cette baisse des prix à la consommation. Et que des négociations aient lieu finalement plusieurs fois par an, qu'elles ne soient pas limitées Je pense que quand on a autant de volatilité, plutôt que d'avoir un seul rendez-vous, avoir des négociations plus régulières, c'est mieux. Je précise bien que je vise les grands industriels. Il y a beaucoup de PME de l'agroalimentaire qui aujourd'hui sont vraiment dans une situation, jouent le jeu et sont dans une situation très difficile parce qu'elles ont moins de marge de manœuvre financière, mais des grands groupes industriels qui ont des chiffres d'affaires très élevés ont les moyens de renégocier vite et de répercuter à la baisse sans délai. Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, dans son allocution lundi soir, a évoqué ces grands chantiers et comme priorité, lutter contre la fraude fiscale et sociale. Cette semaine, vous avez dit que nos compatriotes en ont ras-le-bol de la fraude sociale. Ils n'ont aucune envie de voir que les personnes peuvent bénéficier d'aides, les renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. Le rediriez-vous ce matin de la même manière ? Vous avez été très critiqué sur le fond, politiquement, faisant trop de clins d'œil au RN, certains selon vos opposants. Je fais de clins d'œil à personne. J'ai 20 ans d'expérience politique derrière moi. J'ai combattu le Rassemblement national dans mon circonscription à 3 reprises. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir sur le combat à livrer contre le Rassemblement national parce que je l'ai livré. Olivier Faure dit l'extrême droite remplit dangereusement le vide gouvernemental. Oui, mais Olivier Faure et la NUPES, avec leur attitude, remplissent dangereusement les urnes du Rassemblement national. Moi, je l'ai combattu dans les faits, dans mon engagement politique et dans mes décisions. Mais je maintiens que la fraude fiscale et la fraude sociale est inacceptable. Et quand la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Cour des comptes signale au ministre de l'économie et des finances que je suis responsable des comptes publics, qu'il y a encore un certain nombre de pensions de retraite, d'assurance vieillesse, qui sont versées à des personnes qui sont à l'étranger
ça peut être un pays ou ça peut être un autre, je ne vise personne en particulier, alors même que ces personnes sont Oui, mais décédées. vous avez reproché justement d'avoir visé justement une région du globe, le Maghreb, et donc parce finalement... que c'était, enfin, soyons honnêtes, c'était la question qui était posée par la journaliste. Je n'ai fait que reprendre la région mentionnée par la journaliste. Ça ne vise aucune région en particulier, ça vise toutes les régions du monde. S'il y a une pension de retraite qui est versée à une personne qui est décédée et qui est financée par l'argent public, ça n'est pas acceptable. Ça s'appelle de la fraude et je ne laisserai passer aucune fraude, ni fiscale, ni sociale. Et ça peut valoir aussi pour les grands groupes. Je rappelle que depuis 6 ans que je suis ministre des Finances, nous avons engagé des procédures contre des groupes très puissants pour récupérer des versements qui avaient été illégaux. La fraude, c'est à tous les étages et elle sera combattue notamment par le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, qui présentera un plan très solide sur ce sujet dans les jours qui viennent avec une détermination totale. Bruno Le Maire, on arrive quasiment à la fin de cet entretien. Juste sur un plan plus politique, ces grands chantiers, de nouveaux projets de loi mis sur le devant de la scène, il vous faudra une majorité, on y revient toujours. L'idée d'une coalition, d'une logique de cohabitation, on est d'accord que c'est oublié, pas possible avec les Républicains, vous le regrettez ? Moi, je pense qu'il faut surtout prendre les Français à témoin. Je donne un exemple très concret. Dans quelques jours, je présenterai un projet de loi sur l'industrie verte qui vise à faire venir en France des méga-factories de batteries électriques, des usines qui vont faire de l'hydrogène vert, des usines qui vont faire des panneaux solaires. On va simplifier. À l'image de ce qu'ont fait aussi les États-Unis. Exactement, et que vous à l'image de avez... ce qu'ont fait les États-Unis. On va simplifier les procédures, on va donner davantage de soutien public, on va valoriser la commande publique industrielle en France. Mais ça, typiquement, c'est un texte qui... Vous pensez pourra être voté ? Voilà, je prends les Français à témoin, ils regarderont qui vote ce texte et qui ne le vote pas, et se font leur idée. Je ne vais pas m'enfermer dans des débats infinis avec les uns ou avec les autres, c'est les Français que je veux prendre à témoin et que nous voulons prendre à témoin. Ce que nous faisons est nécessaire pour le pays en matière industrielle, en matière d'industrie verte, que chacun vote en âme et conscience, mais que chacun soit cohérent aussi par rapport à ses convictions. Est-ce qu'Elisabeth Borne est toujours bien à sa place à Matignon ? Elle a la confiance du président, mais on a senti certains fractures, notamment sur la politique du 49.3 utilisé hors texte budgétaire. Emmanuel Macron n'aurait pas eu la même expression. C'est ce que vous partagez également ? Moi, je peux simplement témoigner de manière très personnelle que je travaille remarquablement bien avec Elisabeth Borne, que c'est une première ministre qui est efficace, totalement dévouée à sa tâche. Et quand nous avons travaillé, par exemple, sur le rétablissement des comptes publics, sur l'envoi des lettres plafond au ministère, sur les économies nécessaires, nous avons remarquablement travaillé ensemble. Elle est là, elle le reste, au moins jusqu'au 14 juillet, on l'a compris, et c'est 100 jours de réflexion. Merci beaucoup, Bruno Le Maire, d'être venu ce matin.